Nous sommes en novembre 2008 dans l'Oise, dans la forêt de Compiègne. C'est le début de l'automne. Il est environ 21h30. Dans la nuit froide et silencieuse, une voiture s'engage discrètement sur un chemin goudronné. À l'intérieur, un homme profondément déterminé. Il n'est pas là par hasard et il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire. Chaque geste est soigneusement exécuté. Froidement, l'homme se saisit d'un tournevis et se rend à l'arrière de la voiture. À cette heure-là, la forêt est déserte. Il ne risque pas d'être remarqué. À l'aide du tournevis, l'homme perce le réservoir d'essence. Dernier geste, il craque une allumette, la regarde un instant. Ce qu'il est en train de faire aura de lourdes conséquences pour lui et toute sa famille. Pourquoi mettre le feu à cette voiture? Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? S'agit-il de son propre véhicule? Que cherche à cacher ce mystérieux individu? L'histoire commence un dimanche, vers 21h30, un dimanche soir. Un promeneur est dans les bois de Compiègne et il remarque des flammes. En fait, il s'approche et c'est un incendie. Il y a un véhicule qui flambe. Quelques heures plus tard, un automobiliste traverse la forêt de Compiègne pour rentrer chez lui. Sur le chemin, il découvre le véhicule calciné. La carcasse est encore brûlante. L'automobiliste panique. Il se rend à la gendarmerie la plus proche pour signaler la présence de ce véhicule presque détruit en forêt de Compiègne. C'est un promeneur en fait qui a donné l'alerte aux gendarmes de la compagnie de Compiègne qui sont ensuite arrivés sur les lieux. Les gendarmes arrivent sur les lieux et constatent qu'il n'y a que la voiture, une fois l'incendie éteint, qu'il n'y a aucune trace de personne vivante à l'intérieur de la voiture. Au petit matin, une brigade de gendarmerie se rend sur place. Immédiatement, les gendarmes délimitent le périmètre de sécurité et font les premières constatations. Seule certitude, on ne trouve aucun corps dans le véhicule. Le lendemain matin, Isabelle Lemaire, une jeune mère de famille de 31 ans, arrive à la gendarmerie. Elle est en pleurs et a beaucoup de mal à raconter entre deux sanglots le récit de la soirée. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Isabelle Lemaire est très inquiète. Elle raconte que Jean-Luc, son mari, n'a pas réintégré le domicile depuis hier. Je comprends pas pourquoi elle est partie. Isabelle est bouleversée. Elle a 5 enfants. Son mari a disparu depuis la veille au soir. Je comprends pas. C'était un bon père. Super père. Pour Isabelle Lemaire, ce n'est pas normal que son mari ne soit pas rentré à la maison. Ce n'est pas non plus dans ses habitudes de partir sans donner de nouvelles. L'épouse en est sûre. Il a dû se passer quelque chose de grave. La dernière fois que vous l'avez vu, il est habillé comment? Face à cette femme paniquée, les enquêteurs prennent l'affaire très au sérieux. Ils tentent de retracer l'emploi du temps du mari, Jean-Luc Lemaire. Son mari, Jean-Luc, était parti aider un de ses amis qui avait une panne de voiture. Selon les déclarations d'Isabelle aux enquêteurs, son mari, Jean-Luc, avait quitté la maison avant le dîner pour aller donner un coup de main à deux amis qui avaient un problème de voiture. Ensemble, les trois hommes auraient quitté le domicile familial à 19h. Le véhicule à réparer était stationné dans un camping. Jean-Luc ne devait pas s'attarder. Il était d'ailleurs prévu que les deux hommes rejoignent le couple Lemaire pour dîner ensuite. Bon, on va aller voir ce qu'elle a avec Anne. Bon, je vous laisse les mecs, d'accord?
C'est dingue ça. Lors de sa déposition, Puis, Isabelle raconte ensuite que c'est bien plus tard dans la soirée, quand les deux amis sont repassés chez elle, qu'elle s'est étonnée de ne pas voir Jean-Luc avec eux. Salut. vous êtes tous les deux? Ah ouais? Quand les deux hommes reviennent voir Isabelle, ils sont les premiers étonnés de constater que Jean-Luc n'est pas chez lui. Donc tout le monde se demande où est Jean-Luc, qu'a fait Jean-Luc, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis pas rassurée. Je suis pas pourquoi? rassurée. Parce que c'est pas son genre de rester dehors pendant 1h30 sans coup de fil, sans prévenir. La panique aurait alors gagné le petit groupe. La situation est totalement anormale. Chacun se demande quoi faire. Jean-Luc, il m'a proposé de m'amener. Après avoir interrogé l'épouse du disparu, les gendarmes convoquent deux amis de Jean-Luc, Il était 19h. ceux qui avaient un problème de voiture. Et là, il y a Jean-Luc qui a déposé Frédéric et qui est reparti chez lui. Voilà, puis Jean-Luc, comme Les deux hommes confirment la version d'Isabelle. il m'a dit que Ils expliquent que Jean-Luc était avec eux la veille au soir. Il est venu leur donner un coup de main avant de rentrer immédiatement chez lui. Bon, je vous laisse les mecs, d'accord? Bon bah arrête-toi. rentre bien. Fais attention sur la route. D'accord, ok. Hein? À bientôt. Allez. Ok. Salut Jean-Luc. Isabelle Lemaire est déboussolée. Elle ne comprend pas pourquoi son mari n'est pas rentré à la maison. Et elle ne sait pas quoi dire à ses 5 enfants qui réclament leur père. Les gendarmes demandent ensuite à Isabelle de décrire la voiture de Jean-Luc. 405, Peugeot, Bordeaux. L'un des enquêteurs fait immédiatement le rapprochement avec le véhicule retrouvé calciné la veille. Vérification faite, il s'agit bien du véhicule du mari, Jean-Luc Lemaire. Les gendarmes s'interrogent. Pourquoi la voiture de ce père de famille a-t-elle été incendiée au beau milieu de la nuit dans la forêt de Compiègne? Qui a mis le feu à cette voiture? Jean-Luc est-il toujours en vie? La voiture d'un homme de 47 ans a été retrouvée carbonisée dimanche en forêt de Compiègne. Depuis, gendarmes et pompiers recherchent toujours ce père de 5 enfants. Depuis 2 semaines, brigade canine, hélicoptère et plusieurs enquêteurs cherchent la trace de cet homme. Cet après-midi, les plongeurs de la gendarmerie nationale ont dragué plusieurs étangs de la forêt de Compiègne en vain. Les enquêteurs draguent les canaux alentours et cherchent dans les lieux fréquentés par Jean-Luc Lemaire. On cherche dans les moindres recoins, mais on ne trouve aucune trace de Jean-Luc. Isabelle Lemaire est à la recherche de son mari Jean-Luc. Il n'a plus donné signe de vie depuis 2 semaines, chose inhabituelle et anormale pour elle. Les 5 enfants du couple réclament leur père. Les enquêteurs ont 3 pistes qui s'ouvrent à eux. La disparition volontaire, le suicide ou le crime. Les enquêteurs commencent à chercher un petit peu dans la vie de Jean-Luc Lemaire pour savoir qui il était. Pour mieux cerner la personnalité de Jean-Luc, les enquêteurs se plongent dans sa vie privée. Les frères de Jean-Luc Lemaire sont convoqués à la gendarmerie. Pour la première fois, ils nous font revivre les semaines d'enquête, les moments de souffrance et d'angoisse. Patrick, Jean-Claude et Jean-Marc, 3 frères en quête d'espoir et de vérité. Jean-Luc Lemaire, dont on découvre ici le vrai visage, est un bon père de famille. Pour ses frères, c'est un homme sans ennemi apparent. Quelqu'un de simple et gentil. Il avait la main sur le cœur, dès qu'il voyait que le mec qu'il avait un problème, il allait lui donner un coup de main. Quelqu'un de gentil, serviable. Un peu fermé. Il parlait pas beaucoup. Hein. Quelqu'un qui est prêt à donner le bon Dieu sans confession, à ouvrir sa porte, à aider. L'histoire de Jean-Luc et d'Isabelle, c'est d'abord une histoire d'amour. Lorsqu'ils se rencontrent, Jean-Luc a 34 ans, Isabelle en a 17. Malgré leurs différences d'âge, c'est le coup de foudre. Très vite, ils se marient et connaissent des jours heureux. Ensemble, ils habitent un petit pavillon situé à une dizaine de kilomètres de Compiègne, dans l'Oise.
Après sa journée de travail, Jean-Luc est heureux de rentrer chez lui, de retrouver les siens. Bonjour chérie. Avec sa femme, ils sont les heureux parents de 5 enfants, dont la petite dernière, la Benjamine, n'a que quelques mois. Jean-Luc est un papa gâteau, très attentionné. Dans la famille nombreuse, il y a aussi la cadette, puis un autre petit garçon âgé de 6 ans, et l'aîné de 13 ans qui rêve de ressembler un jour à son père. Salut toi. Ça va bien toi? Ouais, ton jeu. Jean-Luc mène une vie paisible, sans histoire. Un homme marié qui aime passer du temps avec sa famille. Franchement, on sixième, on est allez. Son assurance, en fait, ce sont ses enfants et l'amour qu'il porte à ses enfants et l'amour que ses enfants lui portent. Pourtant, derrière cet apparent bonheur tranquille se cache une blessure intime. Les enquêteurs découvrent que Jean-Luc et Isabelle Lemaire ont vécu le pire drame que des parents puissent connaître, la perte d'un enfant. La blessure dans la famille, c'est un petit garçon qui est décédé brusquement de déshydratation. Je pense que dans la vie de Monsieur Lemaire, ça a été un véritable cataclysme. Écrasés par le chagrin après la disparition de leur nouveau-né, Jean-Luc et Isabelle Lemaire, comme en témoigne ce document d'archives, tentent en vain de poursuivre l'hôpital, en alertant les médias. On les voit ici soudés dans l'épreuve. Leur enfant avait à peine 4 mois quand il est décédé. C'était quand même son deuxième enfant. Et ça a été très dur un peu pour lui. C'est très difficile. Perdre un enfant, je pense que pour n'importe qui, c'est la chose la pire qui puisse arriver. Jean-Luc est profondément meurtri par la perte de son petit Fabien. Il s'est battu comme un lion. Il a espéré. Il a attendu. Mais la mort a été plus forte. Il ne peut se résoudre à l'oublier. Il se souvient de ses premiers moments de vie, du bonheur d'Isabelle à la naissance, de leur joie partagée. De courts instants de cette vie, hélas arrêtés trop tôt. Jean-Luc Lemaire n'arrivera jamais à oublier cette tragédie. Le désespoir sans fin de cet homme l'aurait-il amené à commettre l'irréparable? Était-il à ce point au fond du gouffre que le suicide lui serait apparu comme la seule solution? Le moyen de rejoindre son petit Fabien? Mais ce n'est pas tout. Au moment des faits, Jean-Luc, employé de l'hippodrome de Compiègne comme responsable des espaces verts depuis près de 15 ans, ne peut plus travailler suite à un grave problème de santé. On n'a jamais su ce qu'il avait eu, ni nous, ni sa famille. Et il a été arrêté une première fois pour une hernie. Les gendarmes apprennent que Jean-Luc Lemaire était en arrêt maladie depuis plus de 6 mois au moment de sa disparition. À cause d'une opération, d'une hernie discale, qui le fait atrocement souffrir. Se déplacer devient un véritable calvaire quotidien. Jean-Luc Lemaire n'allait plus travailler. Il aurait sombré dans la dépression. Le mari était-il arrivé au point où le suicide lui apparaissait comme le seul moyen de se soustraire à cette souffrance? Est-ce lui qui a mis le feu à son propre véhicule avant de mettre fin à ses jours? Mais alors, où est son corps? Et surtout, que pense l'épouse de la surprenante disparition de son mari? Au moment de la disparition, Isabelle Lemaire craint que son mari ne se soit suicidé. Pour elle, c'est l'unique explication. Et elle n'a pas peur de s'afficher devant la presse. On a beaucoup de suicides ces derniers jours, là, dû à l'amaigrissement, de perte de 20 kilos en 2 mois. À cause d'une opération. À cause de l'opération. L'épouse du disparu semble donc très angoissée. Et elle le montre. Mais où est donc Jean-Luc Lemaire? Il a disparu maintenant depuis 2 semaines. Ses proches sont dans l'attente. Ses enfants ont besoin de lui. Les gendarmes vont découvrir de terribles secrets de famille.
Isabelle, l'épouse éplorée, cache en fait bien des secrets. Les enquêteurs auditionnent les frères de Jean-Luc. Leur témoignage va se révéler capital pour l'enquête. Pour eux, il n'y a aucun doute. Leur frère n'a pas disparu volontairement et il ne s'est pas suicidé. Suicidaire ou fugue, c'était impossible. Rien que déjà pour ses enfants, c'est impossible. Il aimait trop la vie, il aimait trop ses enfants pour se tuer. Moi, j'ai ressenti qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je pense à tout, mais pas au suicide. Les frères du disparu sont en effet persuadés que Jean-Luc était devenu un mari encombrant, notamment pour son épouse. Pour moi, c'était un truc organisé et l'assassin n'était pas loin. Parce que plusieurs fois, il a dit à ma mère si tu savais comment je vis. Et ma mère, elle m'a dit dis-moi ce qui va pas. Il n'a jamais voulu. Après ces déclarations fracassantes des frères, les enquêteurs s'intéressent de très près à Isabelle, la très secrète femme de Jean-Luc. Tu penses que 5 minutes, ça va? Après 15 ans de vie commune, les relations entre Jean-Luc et Isabelle se sont dégradées. La mort de leur petit Fabien, leur deuxième enfant, marque une cassure dans le couple. Isabelle est inconsolable. Quoi de plus triste pour une mère que la perte d'un bébé? Dans la douleur, Isabelle se sent seule, abandonnée par son mari. Mère au foyer d'une famille nombreuse, Isabelle est de plus en plus dépassée par les événements. Au moment de la disparition de Jean-Luc, elle est au fond du gouffre. Elle n'a plus d'emprise sur son foyer. Son mari est en arrêt maladie depuis plus de 6 mois et les caisses du foyer sont vides. Jean-Luc à la maison, l'argent ne rentre plus. Les comptes du couple sont dans le rouge. Isabelle doit faire face, seule. Putain de À 31 ans, Isabelle étouffe dans sa vie de famille. Elle n'en peut plus de ces jours qui passent et se ressemblent. Son quotidien, changer les couches et faire le ménage, ne la satisfait plus. Isabelle, qui s'est mariée à l'âge de 19 ans, a envie de donner un nouveau souffle à sa vie de femme. Jean-Luc, qui a maintenant 47 ans, est presque paralysé. Isabelle sombre dans une profonde dépression. Par hasard, en lisant une revue, elle tombe sur une annonce proposant des rencontres entre adultes. Elle y voit un moyen de se changer les idées. C'est en répondant à une annonce qu'Isabelle trouve du réconfort dans les bras d'un jeune homme de son âge, Frédéric Ricot, 30 ans. Leur aventure ne devait durer qu'un soir, mais très vite, les deux amants se rendent compte qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Didier Daclin a été le témoin de cette époque. C'est le meilleur ami de Frédéric Ricot. On discute et dit ah bah ça y est, je suis avec quelqu'un. Bon, très heureux pour lui, en espérant que ce soit quelqu'un de bien. Il fera passer, qu'on se rencontre avec plaisir. Isabelle et Frédéric deviennent inséparables. Quelques mois après leur rencontre, la maîtresse invite son amant à venir s'installer dans la maison familiale. Pour ne pas éveiller les soupçons du mari, elle présente sa nouvelle conquête comme un ami dans le besoin. Copain. Frédéric Ricot. Bonjour. Jean-Luc. Bonjour, c'est toi qui viens aménager? Bonjour. Au début, on pensait que c'était un ami. Mais après, non. Il y a donc Frédéric Ricot qui a une relation avec Isabelle Lemaire, et puis il y a le mari qui reste à leur côté. Et tous les trois vivent ensemble. En fait, ils forment un trio dans une maison avec les enfants. La présence de ce nouvel homme au sein du foyer fait l'effet d'une bombe pour les enquêteurs. Les gendarmes veulent en savoir plus sur ce Frédéric Ricot. A priori, un gentil garçon qui adore les enfants.
Il a au fond un profil d'éducateur spécialisé. C'est un garçon qui travaille beaucoup au contact des jeunes, au contact des adolescents. Il était très doux avec les enfants, à l'écoute, peut-être trop des fois parce qu'il leur passait même des caprices qu'il n'aurait pas dû, mais bon, c'était pas méchant du tout. Frédéric Ricot, que l'on découvre ici alors qu'il encadre les enfants, est un éducateur, un homme simple, un peu paumé, encore adolescent dans sa tête. Quand il rencontre Isabelle Lemaire, il a le sentiment de trouver quelqu'un qui lui correspond. Une femme avec laquelle il va enfin pouvoir vivre comme tout le monde. Il ne le montrait pas, mais on pouvait ressentir que oui, que c'était quelqu'un qui avait besoin d'être accepté déjà d'une, apprécié à sa juste valeur et sans plus, et de l'amour, de l'affection, comme tout à chacun. À 30 ans, Frédéric Ricot vit sa première grande histoire d'amour. Enfin, il va pouvoir vivre avec la femme qu'il aime, avoir des enfants, fonder un foyer. C'est ce qu'il désire par-dessus tout. Mais avant d'avoir Isabelle rien que pour lui, Frédéric doit encore être patient. La maîtresse lui a promis de parler à son mari. Ce que l'amant ignore, c'est que c'est un énorme mensonge. À longueur de journée, Isabelle lui répète que son mari va bientôt partir, que la séparation va bientôt arriver. L'amant, réfugié dans la maison du couple, pense que la situation est provisoire. Elle va en fait durer 2 ans. Un adultère à domicile ahurissant. Dans un premier temps, l'épouse continue de dormir avec son mari. Mais il suffit que Jean-Luc quitte la chambre pour que l'amant sous le même toit se glisse aussitôt dans les draps encore chauds. Dans le lit conjugal, Isabelle et Frédéric vivent alors pleinement leur passion. Mon frère l'a accueilli, lui a donné un toit. De Ricot, c'est ce qui me fait le plus mal, c'est que voilà, il n'a même pas de reconnaissance de tout ça. Entre un mari presque paralysé qui la néglige et un amant passionnément épris, Isabelle ne va pas hésiter longtemps. Quant à Jean-Luc, résigné, qui se confie parfois à ses frères, il est contraint de subir ce ménage à trois, de s'installer dans le salon, de dormir comme un ami de passage dans le canapé. Parfois, il se révolte en tentant d'expulser l'amant. J'ai même appris qu'il avait essayé de le mettre dehors, qu'il n'a pas réussi, puisque c'est elle qui l'a fait rentrer derrière. On n'a pas pu intervenir, hein. S'il nous avait fait appel, on aurait intervenu. Nous, les frères, on aurait été le voir et puis dire, bon, bah écoute, ils sont mariés, tu laisses le ménage tranquille, toi tu te barres ailleurs, c'est tout, point final. On essayait de lui dire tout ce qu'elle faisait, mais il nous écoutait, mais lui, il était amoureux d'elle. Pour lui, ouais, c'était un peu comme lui au champ de course, ses chevaux quand ils courent avec des œillères, ben, c'était un peu ça, quoi. Je pense qu'il acceptait... Il voulait pas divorcer. Enfin, il voulait divorcer, mais d'un côté, il avait peur de pas avoir ses enfants. C'est surtout ça. Salut. Rico, comment ça va? Mais Jean-Luc perd progressivement la partie. Petit à petit, le mari n'est plus le maître chez lui. À la table familiale, Jean-Luc Lemaire est physiquement remplacé par l'amant. Frédéric Ricot prend ses aises et devient le patriarche. Le véritable père de famille est relégué au second rôle, sous les yeux de ses propres enfants qui se rendent compte que la famille est à la dérive. Des enfants qui restent les seuls alliés de cet homme trompé et humilié, sous son propre toit. Pour les enquêteurs, un scénario criminel classique se dessine. L'amant, le nouveau rival amoureux, avait toutes les raisons de vouloir tuer le mari avec la bénédiction de l'épouse. Afin de trouver des preuves compromettantes, les gendarmes placent immédiatement sur écoute téléphonique l'étrange duo formé par Isabelle et Frédéric. Allô? Qui ça? Et là, surprise, Oui, c'est moi. l'amant se trahit au téléphone. Je suis très inquiet. Ils ont tout découvert. Ils vont venir me chercher à tous les coups, il y a les empreintes. Les écoutes téléphoniques sont très révélatrices assez rapidement.
Frédéric Ricot, dans ses conversations, est sibyllin, mais il a une attitude de quelqu'un qui est suspect. Autre élément troublant, les enquêteurs découvrent aussi que l'amant et la femme mariée mentent sur leur emploi du temps le week-end de la disparition du mari. À l'issue de ces écoutes téléphoniques, les gendarmes décident d'interpeller les suspects à domicile dans leur maison de Longueuil-Annel. Des conversations suspectes, pas d'alibi le week-end de la disparition. Les enquêteurs perquisitionnent chez les Lemaire à la recherche de preuves indiscutables. C'est ici chez Jean-Luc Lemaire? Ouais, allez, on y va. Nous sommes le 26 novembre 2008, soit 15 jours après la disparition inexpliquée de Jean-Luc Lemaire. Une situation totalement hallucinante se confirme sous les yeux des enquêteurs. Ils font des perquisitions dans la maison, et là, ils s'aperçoivent que Jean-Luc Lemaire n'avait plus vraiment sa place dans cette maison. Il dormait dans le canapé du rez-de-chaussée, mais il ne dormait plus dans la chambre conjugale. Et que dans cette chambre conjugale, à la place, dormait un autre homme, Frédéric Ricot. C'est à qui ça? Mon mari. À ton mari? Sûr certaine? Depuis la disparition de Jean-Luc, les deux amants vivent sans aucun complexe sous le toit du mari. Ça aussi c'est à ton mari? Déjà totalement oublié, alors qu'on n'a même pas encore retrouvé son corps. C'est à toi? Non, c'est à mon fils. Ton fils? Ouais. C'est un grand garçon ça. Il a quel âge? Les enquêteurs s'aperçoivent que l'amant, Frédéric Ricot, a totalement remplacé Jean-Luc dans son intimité. À l'arrivée des gendarmes, Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot semblent sous le choc. Leur petit monde s'effondre. Les gendarmes, ni une ni deux, ils se disent ces deux-là, faut les placer en garde à vue, faut les faire craquer quoi. Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot, devenus les suspects numéro 1, sortent de la maison menottes au poignet. Ils semblent abasourdis. Placé en garde à vue, Frédéric Ricot est interrogé. Il doit d'abord s'expliquer sur son emploi du temps le soir de la disparition de Jean-Luc. Dans un premier temps, l'amant répète comme il l'avait déjà dit lors de sa première convocation que ce soir-là, il était avec Jean-Luc. Ensemble, ils seraient allés réparer la voiture d'un ami stationné dans un camping de la région. Mais ce que Ricot ignore, c'est qu'il y a une caméra de vidéosurveillance à l'entrée du camping en question. Les gendarmes ont récupéré les images de cette caméra. Et là, surprise, les images sont formelles. Il n'y a pas de voiture ce soir-là près du camping. L'amant a menti. Bizarre. On s'y voit pas. Mais ce que ne savent pas encore les gendarmes, c'est le véritable mobile du passage à l'acte de l'amant. Frédéric Ricot avait en réalité une raison très personnelle d'en vouloir au mari. Un secret de famille partagé par sa maîtresse. Tous les deux avaient déjà envisagé leur avenir. Après le crime, ils rêvaient d'empocher 150 000 euros. Ouais, mais je sais pas comment ça s'est passé. En garde à vue, Frédéric Ricot reconnaît être l'auteur du meurtre. Selon l'amant d'Isabelle, il s'agirait d'une dispute qui aurait mal tourné. Voici son récit. Ça m'a échappé, moi je voulais juste qu'on s'explique quoi. Tout le temps, j'en ai marre. Chacun fait, moi j'ai jamais rien dit aux autres. Arrête! On peut plus, ok? Tu me sens par les yeux! Dans la voiture, les deux compagnons d'Isabelle discutent. Entre le mari délaissé et l'amant qui a pris sa place, très vite, le ton monte. Selon Ricot, Jean-Luc aurait tenu des propos injurieux envers la femme qu'il aime et leurs enfants. Arrête de mentir, Jean-Luc! Attends, mais est-ce que je m'en suis prêt? Et c'est parce que Jean-Luc aurait traité ses propres enfants de bâtards et Isabelle de prostituées que l'amant aurait basculé dans la violence. Je vais te péter la gueule! Descends! Aux gendarmes, Ricot assure qu'il ne s'agit pas du tout d'un guet-apens. Il aurait dérapé par amour pour Isabelle et les enfants. L'homme aurait explosé. Devant tant de mépris, son sang n'aurait fait qu'un tour. Il aurait tué pour sauver l'honneur d'Isabelle et des enfants. Mais les enquêteurs ne sont pas convaincus par cette version. De fait, la thèse de la dispute qui a mal tourné ne va pas tenir très longtemps.
Les gendarmes sont persuadés qu'il s'agit d'un assassinat planifié, prémédité. Un crime pensé et préparé longtemps à l'avance. En fouillant dans la vie de cet incroyable ménage à trois, les enquêteurs vont découvrir plusieurs mobiles inavouables. C'est dans l'intimité de la famille Lemaire que les enquêteurs vont trouver une première explication à l'assassinat. Un stupéfiant secret de famille. Les gendarmes, abasourdis, le découvrent. La petite dernière du couple Lemaire, un nourrisson de 13 mois, n'est pas de Jean-Luc, le mari. Mais elle est la fille de l'amant, Frédéric Ricot. L'amant, installé dans la maison depuis plus de 2 ans, a donc mis enceinte sa maîtresse. Des tests génétiques confirment ce secret de famille. La petite qui est à 99,9 la fille de Ricot. Et qui lui, de toute façon, le jour qu'ils ont tué Jean-Luc, reconnaît avoir dit la première chose qu'il a fait, c'est récupérer la photo de sa fille dans le portefeuille à Jean-Luc. Mais comment se fait-il que le mari ait accepté une telle situation? Avoir, sous son toit, un enfant illégitime avec à ses côtés le père biologique de cette petite fille. Les gendarmes l'apprennent, tout simplement parce que ce n'était pas une première pour l'époux humilié. Isabelle a déjà été mise enceinte par un 3e amant. Et elle avait déjà gardé le premier enfant illégitime, un métis lui aussi accepté par le mari. Il a accepté comme son propre fils. Il l'a reconnu. Et Jean-Luc, il accepte. Il porte son nom, il accepte. Et pour convaincre Jean-Luc, l'épouse n'hésite pas à lui donner des explications abracadabrantesques. Elle a fait croire à mon frère déjà qu'il était tombé. Qu'elle était tombée, c'est pour ça qu'il était métissé. Et que petit à petit, il allait devenir blanc. Lui, il a marché les 2 pieds dans le plat, quoi, c'est tout. Mais maintenant, il est là, le petit, on peut rien faire. Et puis, il était tout le temps avec mon frère. Il pourra rien, le gamin, il pourra rien là-dessus. Tout ça, c'est des aberrations. Je ne sais même pas si, racontant ce mensonge énorme, je ne sais même pas si elle-même y a cru. En tout cas, la vérité de cette famille enseigne que cet enfant est né dans la famille d'Isabelle et de Monsieur Lemaire, que Monsieur Lemaire a élevé cet enfant, que cet enfant, évidemment, il porte le nom de Monsieur Lemaire et que juridiquement, il a toujours été rattaché à Jean-Luc. Qu'est-ce qui se passe, maman? Une paternité cachée. Est-ce l'unique explication pour justifier un crime? Pas si sûr. Les gendarmes découvrent un mobile financier très avantageux pour les 2 amants désargentés. Ils ont en effet une possibilité de rafler rapidement 150 000 euros. 150 000 euros, c'est le montant de l'assurance vie que Jean-Luc Lemaire avait contracté auprès de son employeur. Une assurance vie avec une clause bien spécifique. Cette assurance vie, elle est obtenue au bout de 15 ans. Je ne me doutais pas qu'Isabelle pouvait être au courant, mais c'est une des seules assurances vie qui est versée même en cas de suicide. C'est un contrat d'assurance vie que j'ai trouvé. Plus de 150 000 euros à récupérer. De quoi donner de sérieuses idées à Isabelle Lemaire et à Frédéric Ricot. L'assurance vie que l'on peut obtenir après le suicide. Garantie décès suicide. Ça veut dire que si par hasard il se suicide... Cela pourrait aussi expliquer pourquoi immédiatement après la disparition, l'épouse avance avec autant d'aplomb l'hypothèse que son mari a voulu en finir. Souvenez-vous des incroyables déclarations d'Isabelle Lemaire face à des journalistes. Vous avez une idée de ce qui a pu lui arriver? Vous pensez qu'il a voulu mettre fin à ses jours? Il est parti? Il parlait beaucoup de suicide, oui. Il parlait beaucoup de suicide ces derniers jours, là. Reste le plus hallucinant pour les enquêteurs. Les 2 amants, sans le sou, convoitaient le pactole de l'assurance vie bien des mois avant le crime. Isabelle et Frédéric avaient en effet passé commande pour un coupé sport de 17 000 euros 5 semaines avant l'assassinat. Encore plus?
Ils me disent, ben voilà, on est intéressé, mais on ne peut pas la prendre tout de suite. Du fait qu'on est en attente d'argent, d'une rentrée d'argent. Cette visite, 5 semaines avant l'assassinat, le concessionnaire automobile s'en rappelle bien. Elle est totalement surréaliste. D'un côté, il y a la femme et l'amant, main dans la main, un couple légitime aux yeux du vendeur de voitures, et de l'autre, en retrait, le mari, qui faisait de la figuration. Je pensais même que c'était le couple, le monsieur et puis la dame qui voulait acheter la voiture. Je pensais que c'était vraiment le couple qui était emmené par un ami. Les enquêteurs le découvrent. Près d'1 mois avant le crime, dans l'esprit des 2 amants, le mari n'existait déjà plus. Plus extravagant, selon 2 témoins, le couple illégitime ne se cachait même pas de vouloir faire taire définitivement Jean-Luc Lemaire. Il y a eu quand même le témoignage d'autres amants, il y a le témoignage d'un ami de Frédéric Ricot qui a dit oui, j'ai entendu Isabelle Lemaire et Frédéric Ricot dire oui, on va le tuer, on va le buter, voilà, il est trop. Il y a eu 2 témoignages quand même qui allaient en ce sens. Mais pour être sûr de réussir dans leur entreprise, les 2 amants se mettent en quête d'un 3e complice, afin de réussir le crime parfait. Une 3e personne qui pourrait aider. Quelques jours avant l'assassinat, Isabelle Lemaire rencontre donc Alain Lanternier, un maçon séparé de sa femme qui ignore tout des projets criminels de l'épouse. Alain Lanternier, dont on découvre ici le vrai visage, est un homme fragile qui ne peut rien lui refuser. Au moment de la disparition de Jean-Luc Lemaire, la vie d'Alain Lanternier est dans une impasse. Il a tout perdu. Sa femme l'a plaqué et ses enfants ne lui parlent plus. Alain Lanternier n'a plus du tout de contact avec ses enfants à ce moment-là. Ça se passe très mal au sein du couple, à tel point que Madame Lanternier a mis son mari dehors. Il est à la porte. Il se réfugie dans un camping, dans un mobil-home. Suite à son divorce, Lanternier est obligé de vivre comme un nomade dans un mobil-home, en attendant des jours meilleurs. Lanternier se sent seul. Et c'est dans ces conditions d'isolement affectif qu'il va rencontrer Isabelle Lemaire. Alain Lanternier est très séduit par Isabelle Lemaire. Isabelle Lemaire lui raconte qu'ils vont partir ensemble, qu'ils vont fonder une famille, qu'ils vont s'installer ailleurs. L'homme abandonné tombe alors éperdument amoureux d'Isabelle, qui devient immédiatement sa maîtresse. Très vite, Isabelle lui parle de mariage. Elle lui fait de grandes déclarations d'amour. Et pourtant, la liaison clandestine du couple est extrêmement récente. Elle durera effectivement quelques jours, pas plus d'1 semaine. En pleine passion, Alain Lanternier veut tout offrir à sa maîtresse. Et Isabelle Lemaire le sait. Alain Lanternier qui est un peu le pigeon, hein, voilà. En fait, elle l'apitoie un peu comme ça. Et donc, il lui dépanne 2225 €, je crois. Mais au bout de... Enfin, ils se connaissent depuis 2 jours. Dis mon cœur. A priori, Alain Lanternier aurait donc le profil idéal recherché par les 2 amants, Frédéric et Isabelle, qui veulent neutraliser le mari. L'homme ne sait pas dire non. Monsieur Lanternier est un homme extrêmement naïf, à mon avis, et il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il est même presque, on pourrait dire, une victime dans cette histoire. Il a suivi, il a un rôle de suiveur, il n'a pas du tout un rôle d'exécutant. Le couillon de la farce. 3 semaines après la disparition de Jean-Luc Lemaire, Alain Lanternier est arrêté dans son mobil-home à côté de Compiègne, dans l'Oise. Lui qui a perdu Isabelle, son nouvel amour, sans explication depuis la nuit de l'assassinat, voit débarquer les gendarmes à son domicile. Alain Lanternier ? Oui. Son monde s'écroule. Il est immédiatement placé en garde à vue. Je vous emmène au poste pour parler de la disparition de Monsieur le maire. Lors de son interrogatoire, le maçon raconte comment le piège s'est refermé sur lui la nuit du crime. Selon lui, Isabelle l'a invité à passer au domicile des Lemaire pour un dîner. Alain Lanternier ignore tout des projets criminels de sa maîtresse et de Ricot. La vraie histoire, c'est qu'on est parti avec Jean-Luc et Ricot, on est parti jusqu'à la Gravière. Autour d'Isabelle, 3 hommes. Jean-Luc, le mari, Frédéric Ricot, le premier amant,
et à Alain Lanternier, qui vient lui aussi d'entrer clandestinement dans la vie de l'épouse. Ouais, viens Jean-Luc. Merci. À 19h, tous les trois quittent le domicile familial dans 2 voitures pour aller, soi-disant, réparer un autre véhicule en panne. Alain Lanternier accompagne le mari et Rico. Suis-le bien Jean-Luc. Ouais, bah attends, Aux enquêteurs, Alain Lanternier révèle que les 2 voitures se seraient arrêtées à l'entrée d'une carrière de sable. C'est là qu'Alain Lanternier aurait assisté, médusé, à une scène terrible. La mise à mort du mari. Selon Lanternier, aucun doute possible. Le meurtrier s'appelle Frédéric Ricot, le premier amant qui a étranglé le mari. Mais pourquoi Alain Lanternier n'est-il pas intervenu? Et surtout, pourquoi n'a-t-il pas prévenu la police ou les secours? Voilà, il bouge pas, il est comme ça, il bouge pas. Il a son téléphone et puis il a quoi? Il a 1 km, un petit 1,5 km de la gendarmerie. Donc je vois pas ce qu'il peut pas craindre à sa vie. Il va rester prétendument 1 heure sur place, dans sa voiture, avec son portable, et il n'appelle personne. Si Lanternier, témoin du crime, n'a pas pu dénoncer le meurtrier, c'est uniquement par peur. Rico l'aurait menacé de mort. Mais ce qu'ignore Alain Lanternier, selon ses déclarations, c'est qu'il n'est pas là du tout par hasard. Il lui est réservé un rôle bien précis, aider à porter le cadavre du mari, trop lourd à traîner pour un seul individu. Frédéric Ricot ne pouvait pas porter tout seul le corps de Jean-Luc Lemaire. Jean-Luc Lemaire pèse plus de 70 kilos, on ne trimballe pas un cadavre comme ça. Il est impossible à un homme seul de transporter ce corps. Un corps de ce poids-là. Jean-Luc Lemaire, il fait quand même 75-80 kilos. C'est quand même quelqu'un de, quand même assez grand, quoi. Voilà. Et on peut pas le porter tout seul, quoi. Donc obligatoirement, il a fallu que ce soit 2 hommes qui portent Jean-Luc Lemaire jusqu'à sa dernière demeure, quelque part. Puis afin d'éviter toute trace compromettante, et pour mieux faire croire à la disparition volontaire ou à un suicide, Rico a mis le feu à la voiture du mari. Il faut se mettre d'accord. Les 2 amants auraient ensuite rejoint Isabelle chez elle. Il faut qu'on dise... C'est Rico qui aurait poussé tout le monde à mentir en racontant la version du suicide. Les 2 amants et l'épouse auraient alors scellé un pacte du silence. On dit tous pareil. D'accord? Selon Lanternier, Rico serait donc le cerveau du crime. L'homme est mis en examen pour assassinat. Frédéric Ricot était l'exécutant. Il a assassiné Jean-Luc Lemaire. Il avait un complice quelque part malgré lui. Alain Lanternier qui est intimidé par Frédéric Ricot parce qu'il l'a menacé de mort, l'a aidé à transporter le corps et l'a aidé à l'enterrer. Débutons ce journal par la découverte du corps de Jean-Luc Lemaire, disparu depuis le 9 novembre. Sa dépouille a été retrouvée en tout début d'après-midi dans les carrières d'Atichy. Plus d'1 mois après la disparition de Jean-Luc Lemaire, son corps est enfin retrouvé dans la carrière de sable. Pour les frères, c'est la fin du cauchemar. Déjà, pour nous, ça a été un soulagement, c'est d'avoir retrouvé son corps. Qu'on puisse l'enterrer. Unis dans le chagrin, les frères Lemaire doivent encore affronter une terrible épreuve. Annoncer à leur mère, malade, la mort de son fils. Le plus difficile, c'est d'aller voir notre mère et puis lui annoncer, quoi. Là, ça a été très, très difficile. Elle n'arrive pas à se préparer. Moi, c'est mon frère. Elle, c'est son fils.
Donc elle, on lui fait une plaie béante. Le 26 décembre 2008, 1 mois et demi après la disparition, le corps de Jean-Luc Lemaire est inhumé. On l'a accompagné jusqu'au bout, qu'il soit pas seul. De toute façon, on n'aurait jamais pensé que l'un de nous aurait disparu comme ça. Quel a été le véritable rôle d'Isabelle Lemaire dans l'assassinat de son époux? Est-ce elle qui a tout orchestré? Ou au contraire, comme le plaide son avocat, la maîtresse n'a-t-elle pas su dire non à son amant qui voulait se débarrasser du mari? Je pense que M. Ricot lui a dit à plusieurs reprises qu'il allait peut-être supprimer son mari, parce qu'il n'en pouvait plus. À l'inverse, je pense qu'elle n'a jamais dit « élimine-moi ce mari gênant ». Les frères de la victime ne partagent pas du tout cette impression. Pour eux, c'est Isabelle qui est à l'origine de tout. C'est elle qui a orchestré la mort de son mari. Il est tombé sur une diablesse. Elle joue bien. Elle joue bien. C'est une manipulatrice du début jusqu'à la fin. Les enquêteurs partagent la conviction des frères de Jean-Luc. Isabelle Lemaire est mise en examen pour complicité d'assassinat. Juin 2012, près de 4 ans après la disparition de Jean-Luc Lemaire, le procès approche. La passion s'est éteinte entre les deux amants et leur maîtresse Isabelle. Alain Lanternier, accusé d'avoir transporté le cadavre, n'a jamais revu Isabelle depuis la nuit du crime. Il a été remis en liberté avant l'audience. Depuis sa prison, où il est incarcéré, Frédéric Ricot, assassin présumé, écrit lui des lettres enflammées à son ancienne compagne. Mais la maîtresse emprisonnée ne répond plus. « 20 juin 2012. Les assises de Beauvais, dans l'Oise, font salle comble. Tout le monde se presse pour apercevoir le trio machiavélique. Alain Lanternier, le maillon faible, présent au début de l'audience, craque. Il a fait une tentative de suicide. Il sera jugé plus tard. Il risque 10 ans de prison. C'est un homme brisé. On lui reproche de ne pas avoir réagi et de ne pas avoir dénoncé aux gendarmes ce qui s'était passé. Au cours des débats, une seule question hante le prétoire. La personnalité d'Isabelle Lemaire, une femme volage qui collectionnait les amants, qui les utilisait et les rejetait. Comment expliquer une telle attitude? À la surprise générale, face à sa mère, l'accusé livre une clé pour comprendre. Concrètement, il y a des compagnons de sa mère qui ont abusé d'elle. Voilà, elle a aussi le souvenir de ce que sa mère avait des amants. Elle emmenait Isabelle dans sa voiture alors qu'elle était très petite. Pendant que sa mère faisait ce qu'elle avait à faire avec 1, 2 ou 3 hommes, la petite restait dans le véhicule. Puis après, on repartait à la maison se coucher à 3 ou 4 heures du matin. Mais cette terrible révélation n'apaise pas les parties civiles. À la limite, je suis peut-être triste pour elle parce qu'elle a eu une enfance difficile. Mais qui peut me dire, parce qu'on a eu une enfance difficile, alors on a des droits d'enlever la vie de quelqu'un? Après 6 jours de débat, le verdict tombe. Isabelle Lemaire est condamnée pour complicité d'assassinat à 12 ans de prison. Ricot, lui, écope de 18 ans de réclusion. Tous ont fait appel de cette décision de justice. Un nouveau procès permettra peut-être d'avoir enfin toute la vérité sur cette affaire. Avant ce nouveau rendez-vous judiciaire, les frères de Jean-Luc Lemaire culpabilisent encore. Ils n'arrivent pas à oublier. Il n'y a pas longtemps, j'avais les larmes aux yeux parce qu'on était dans un mariage, on était tous les frères, et il nous en manquait qu'un, quoi. Et je pensais à lui, c'est tout. Il avait un petit sourire, je le garde que comme ça, quoi. Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, c'était comme ça. J'oublierai pas mon frère. Pour les enfants du couple Lemaire, la disparition de leur père et l'incarcération de leur mère est une terrible épreuve. Ils ont tous été placés. Les enfants sans foyer, ils sont 5, on peut même pas les prendre.
Parce que nous, on n'a pas de place. Ils veulent pas casser la fratrie. Et on ne peut pas en mettre 2 par là, 3 par-ci. Et eux, ils sont en train de vivre un cauchemar. Ces enfants se sont construits sur des mensonges. Déjà, je vous le dis, déjà dès le départ, leur famille est un mensonge. Reste le cas le plus dramatique, celui de la petite dernière. Son père biologique, Frédéric Ricot, est en prison pour avoir assassiné son père adoptif, Jean-Luc Lemaire. Ça reste un enfant, il n'y a pour rien, mais imaginez. Pour elle, son père, c'est Jean-Luc. Elle va apprendre que son vrai père, c'est Ricot, et elle va apprendre que c'est lui qui a tué son père. Enfin, voilà ce que ça va engendrer. Jean-Luc Lemaire est mort à l'âge de 47 ans. Il laisse derrière lui 5 orphelins. Il était encore conscient lorsqu'il a été enterré. Ses dernières paroles furent « Pourquoi vous me faites ça ?